Le serious game, ce concept de jeu à but utilitaire. On a un peu l'impression que c'est une invention récente, hein, très high-tech, très liée aux jeux vidéo. Mais si c'était une illusion? Et si en fait, les racines de cette pratique étaient bien plus anciennes, bien plus profondes, et qu'on les partageait avec une bonne partie du règne animal? Pour explorer cette idée, on a sous les yeux un article de recherche passionnant de Julien Alvarez. Et son approche est assez déroutante. Au lieu de fouiller le passé humain avec l'archéologie qui se heurte à des impasses, on va faire un pas de côté. On va regarder du côté de la biologie et de l'éthologie, l'étude du comportement animal. Notre défi aujourd'hui, trouver la preuve que les animaux, eux aussi, pratiquent le jeu sérieux. C'est une approche qui est fascinante parce qu'elle nous oblige à revoir complètement notre définition du mot « jeu ». En observant des rats, des singes ou même des oiseaux, on ne cherche pas seulement à dater l'origine du jeu utilitaire. On se demande surtout à quoi sert le jeu, biologiquement parlant. Quelle est sa fonction fondamentale, qu'il soit pour le plaisir ou pour un objectif très précis. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel sur ce qui nous constitue en tant qu'être vivant. D'accord. Alors entrons dans le vif du sujet. Le jeu ne serait donc pas qu'une simple distraction, un passe-temps? La source, qui s'appuie beaucoup sur les travaux de Claude Bench, suggère que c'est carrément une nécessité, quelque chose que l'évolution a conservé pour une bonne raison. Apparemment, il y aurait deux grandes fonctions biologiques. Le tout petit, qu'il soit un chaton ou un bébé humain, joue pour s'auto-stimuler. Et ce n'est pas anodin, c'est un processus vital pour la neurogénèse, c'est-à-dire la construction et l'organisation de son propre cerveau. L'article utilise une très belle image pour ça. Le jeu est à la fois un stimulant, Et un comburant. c'est ça, un stimulant et un comburant. Donc un jeune animal qui joue tout seul, qui court après sa queue, il est littéralement en train de câbler son propre cerveau. C'est fou de se dire ça. On le voit comme un moment de pure futilité alors qu'en fait c'est une phase de construction intense. J'imagine que l'étape d'après, c'est d'apprendre à interagir avec le monde extérieur. C'est la suite logique. C'est le social play, le jeu social. Au départ, il se structure autour d'actions qui sont génétiquement programmées et liées à la survie, comment se nourrir, se défendre, se reproduire. L'exemple le plus connu, c'est le play fighting, le jeu de combat. Et ce qui est fascinant, c'est que l'action n'est jamais menée à son terme. On mordit sans blesser, on plaque sans faire mal. Et surtout, les rôles s'inversent constamment. Celui qui domine à un instant devient volontairement le dominé l'instant d'après. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir, c'est un apprentissage des codes sociaux et ça stimule le développement épigénétique. Et ce besoin de jouer, c'est juste un réflexe ou c'est plus profond que ça? Ah, bien plus profond. La source évoque un véritable circuit du jeu dans le cerveau. Des expériences menées sur de jeunes rats sont très parlantes. Quand on les isole pendant un certain temps puis qu'on les remet ensemble, ils se jettent les uns sur les autres pour jouer avec une frénésie incroyable, bien plus intense que la normale. C'est comme s'ils devaient rattraper le temps perdu, combler un manque. C'est donc un besoin fondamental au même titre que manger ou dormir. C'est exactement ça. On peut d'ailleurs le manipuler chimiquement. En administrant de l'opium aux rats, on stimule ce besoin de jouer. À l'inverse, avec de la naloxone, on l'inhibe. On a aussi remarqué que la testostérone joue un rôle, les rats mâles étant bien plus portés sur le jeu de combat que les femelles. Tous ces éléments convergent. Le besoin de jouer est ancré dans notre biologie. C'est un mécanisme inné que l'humain partage très probablement avec de nombreux mammifères. D'accord. Si le jeu est un processus biologique, il doit logiquement évoluer avec l'âge, avec la croissance de l'individu. Et c'est là que l'article propose un parallèle assez audacieux en mettant en correspondance les stades du jeu chez les animaux, décrits par Bench, avec les grandes théories du développement de l'enfant de Jean Piaget et Roger Caillot. C'est une mise en perspective très éclairante que la source résume dans un tableau. On peut vraiment identifier trois grandes étapes qui semblent quasi universelles. Le premier stade est ce que Bench appelle l'éopaïe. Ça correspond au jeu sensorimoteur de Piaget et ça concerne les animaux très jeunes et les nourrissons humains, de 0 à 2 ans. C'est la phase où le bébé est fasciné par ses propres mains, où il met tout à la bouche. Précisément. C'est le solo play dans sa forme la plus pure, un jeu autocentré, instinctif, entièrement focalisé sur la découverte de son propre corps et de ses capacités. Pour Benchy, c'est peut-être le seul comportement ludique vraiment authentique, car son seul but est la construction du cerveau. Chez Caillos, c'est le concept de païdia, la pure puissance d'improvisation, l'allégresse comme un bébé qui éclate de rire en secouant son hocher. Et c'est là que l'article avance une idée assez vertigineuse. Il suggère que la mère, en incitant son petit à jouer seul, le pousse en fait vers une activité purement utilitaire,
construire son cerveau. Ce qui voudrait dire que le tout premier jeu de notre existence est en réalité un jeu sérieux. C'est un renversement de perspective complet. Le jeu ne commence pas par le plaisir, il commence par le besoin. Vient ensuite le deuxième stade, la mésopédie, qui correspond au jeu symbolique chez l'enfant de 2 à 4 ans. Le jeu n'est plus centré sur soi, il devient allocentré, tourné vers les autres et l'environnement. Ah, la fameuse phase où un simple carton devient un château fort ou une voiture de course. Exactement. L'enfant transforme une boîte en maison, l'animal, lui, va commencer à intégrer des objets, les particularités du terrain ou ses congénères dans ses jeux. Le but n'est plus seulement de se construire soi-même, mais de commencer à construire son rapport au monde et aux autres. La socialisation est en marche. Et la dernière étape? C'est la néopédie qui correspond à l'arrivée des jeux avec des règles. On observe ça chez les animaux adultes et chez les enfants à partir de 5 ou 6 ans. Le social play devient plus structuré, il intègre des règles claires, ce que Caillot s'appelle le ludus. Le jeu n'est plus seulement une exploration, il devient un véritable outil pour naviguer des relations sociales complexes, pour établir une hiérarchie, apprendre à coopérer, ou même à gérer son stress. L'article mentionne un détail à ce sujet qui m'a vraiment surpris. Il dit que l'humain atteint ce stade adulte du jeu vers 6 ans. Mais si on fait une comparaison proportionnelle à l'espérance de vie, le rat, lui, atteint sa maturité ludique 9 fois plus vite. C'est une observation fascinante, oui. Attendez, 9 fois plus vite. Ça veut dire que pendant qu'un enfant humain apprend à peine les règles de la marelle, le rat a déjà l'équivalent d'un doctorat en interaction sociale ludique. C'est incroyable, on est finalement des apprenants très très lents. Relativement à notre longévité, oui. Notre développement est beaucoup plus étalé dans le temps. D'accord, je vois bien le parallèle. Le jeu a une fonction utile, presque automatique, qui suit un plan de développement biologique, mais pour l'instant, ça me semble encore très instinctif. Est-ce qu'on a des preuves qu'un animal se dit, de façon plus ou moins consciente, « Tiens, je vais utiliser ce jeu pour obtenir quelque chose de précis ». Est-ce qu'on peut passer de l'instinct à l'instrumentalisation? Justement, c'est le cœur de l'argumentation. La source fait une distinction très claire entre le serious playing instinctif, ce jeu inné des tout-petits pour câbler leur cerveau, et le serious play instrumentalisé, où le jeu est délibérément utilisé comme un outil pour atteindre un objectif. Et la question est bien celle-là. Les animaux instrumentalisent-ils le jeu? La réponse de l'article est oui, et elle s'appuie sur 2 exemples absolument saisissants. On vous écoute. Le premier exemple nous vient encore une fois des rats. Dans un groupe, un rat dominé va de sa propre initiative provoquer un play attack, une fausse attaque, avec un rat dominant. Il sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de gagner cette joute. Et pourtant, il le fait. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de surinterpréter? Ça pourrait juste être un comportement de soumission un peu étrange, non? Comment on peut être sûr que c'est une stratégie? C'est une excellente question. On le sait parce qu'on a observé les conséquences de ce comportement. En se laissant battre volontairement dans ce jeu, le rat dominé assure sa place dans le groupe. C'est un acte social calculé qui lui garantit un accès durable à la nourriture et aux interactions sociales, ce qui, au final, assure sa survie. Il ne se soumet pas passivement, il utilise activement le cadre du jeu pour négocier son statut social. C'est une forme de collaboration où le jeu est l'instrument de la paix sociale. C'est une sorte de diplomatie par le jeu. C'est fascinant. Et le deuxième exemple? Le deuxième est encore plus célèbre. C'est une étude menée dans les années 50 sur une colonie de macaques sur l'île de Koshima, au Japon. Des chercheurs donnaient des patates douces aux singes, mais elles étaient souvent couvertes de sable. Un jour, une jeune femelle, nommée Imo, a eu l'idée de laver sa patate douce dans un ruisseau avant de la manger. Une véritable innovation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette technique s'est propagée à tout le groupe. Et là, la question cruciale, comment les chercheurs sont-ils sûrs que la transmission s'est faite par le jeu et pas simplement par observation et imitation, par exemple? Parce que l'innovation, c'est pas diffusée de manière, disons, logique des adultes vers les jeunes. C'est tout le contraire qui s'est produit. La technique a d'abord été adoptée par les compagnons de jeu d'Imo, les autres jeunes de son âge. C'est seulement ensuite, et beaucoup plus lentement, que l'idée est montée vers les adultes, qui sont par nature plus conservateurs et réticents au changement. Le jeu a servi de réseau social, de canal de diffusion virale pour une nouvelle compétence culturelle. Le groupe de jeu comme premier réseau d'innovation. La conclusion semble donc assez claire. Le serious play n'est absolument pas une invention humaine. Si on regarde l'échelle du temps, les macaques sont apparus il y a environ 7 millions d'années, les rats bien avant ça, et l'Homo sapiens, lui, il y a seulement 200 000 ans. On est les derniers arrivés à la fête, quoi.
On est des nouveaux venus dans un club qui existe depuis des millions d'années. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Si les animaux ont inventé le jeu sérieux, quelle est la spécificité de l'humain dans cette histoire? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste beaucoup de choses. La conclusion de l'article est très nuancée. L'humain n'est pas l'inventeur, mais il est un innovateur exceptionnel. Pour comprendre ça, il faut faire une distinction importante entre le serious play, qui est l'activité, et le serious game, qui est l'artefact, l'objet créé pour le jeu. C'est-à-dire que les animaux jouent sérieusement, mais que nous, on fabrique des objets complexes pour le faire. Exactement. Bien sûr, les animaux utilisent des objets, un bout de bois, une pierre. Mais la complexité, la diversité et la sophistication des artefacts de jeu créés par l'homme sont sans aucune commune mesure. Pensez à un jeu d'échecs, un jeu de Go. Ou au Kriegsspiel, ces wargames extrêmement détaillés utilisés par l'armée prussienne dès le XVIIIe siècle pour former ses officiers. Et aujourd'hui, bien sûr, les jeux vidéo qui ont relancé et popularisé le concept à une échelle mondiale. Innovateurs, ou peut-être juste les seuls à avoir systématisé et monétisé cette pulsion. On a créé toute une industrie du serious game, mais est-ce que ça change fondamentalement la nature de l'acte? C'est une excellente remarque. On l'a certainement formalisé. Notre capacité à créer des systèmes de règles abstraits, des cultures entières et même des civilisations autour du jeu est a priori unique. Notre serious play instrumentalisé s'appuie sur une richesse d'artefacts sans équivalent, que l'on a ensuite intégrés dans des cadres très structurés, comme l'école, l'université ou la formation professionnelle en entreprise. On a pris cet instinct et on l'a mis en boîte, si on veut. Donc, la prochaine fois qu'on verra le jeu comme une activité frivole, un simple plaisir, il faudra se souvenir de sa véritable nature. Le jeu, dans sa forme la plus originelle, est un outil biologique fondamental. D'abord pour construire nos cerveaux, puis pour tisser le lien de nos sociétés. Et cette idée que le jeu sérieux précède le jeu pour le plaisir est un véritable changement de paradigme. On joue d'abord pour apprendre à exister, pour construire sa conscience de soi et sa place dans le monde. Et c'est seulement après, une fois que ce travail fondamental est bien avancé, qu'on peut se permettre le luxe de jouer pour le simple fait de jouer. En somme, nous n'avons pas inventé le jeu sérieux, mais nous l'avons certainement porté à un niveau d'innovation et peut-être de complexité absolument incroyable. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée à méditer. L'article décrit le jeu instinctif des débuts, celui des tout-petits, comme étant maladroit, fait de fruits verts. Or, le jeu instrumentalisé que l'on conçoit aujourd'hui dans nos serious games est, lui, extrêmement sophistiqué. C'est un produit très mûr. Alors si ce besoin fondamental de jouer dans un but utilitaire est un vieil instinct que nous partageons avec les animaux, que faisons-nous vraiment lorsque nous créons ces jeux complexes? Est-ce que nous ne faisons que puiser dans ce circuit biologique ancestral de manière plus raffinée, plus consciente? Ou bien est-ce qu'en y ajoutant la culture, la technologie et les règles abstraites, nous créons quelque chose de fondamentalement nouveau qui peut-être finit par nous en séparer?